La couleur naît de la lumière. Et la première des couleurs du Maroc, c'est l'ocre intense que le soleil du matin répand sur tous les paysages marocains. L'ocre, c'est la couleur de la roche, la couleur profonde de la terre du Sud. C'est l'ocre des calcaires au relief torturé, érodé par le temps. Ce sont les falaises et les puissants massifs qui forment le Haut Atlas et ses impressionnantes formations géologiques. Dans les plissements de la roche, dans les plis et les chevauchements de la terre, les ocres des argiles, des grès et du granit colorent les pentes des vallées qui modèlent à perte de vue un paysage lunaire. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il faut s'imaginer quand le désert était une forêt et où plaines et plateaux ressemblaient aux grandes steppes africaines. Il y a près de 7000 ans, au Néolithique, des hommes ont vécu ici, dans les abris sous roches du sud du Maroc. Un peuple de chasseurs-cueilleurs a dessiné à l'ocre rouge des centaines de dessins représentant des bovins, des antilopes, des félins, des rhinocéros, le témoignage d'une dernière faune tropicale. Leurs lointains descendants peuplent toujours cette terre, désormais battue par des vents chargés de poussière. Ils ne chassent plus pour vivre. Ils sont éleveurs et se contentent toujours de peu. Dans ces espaces arides, des hommes chassent les serpents. Abdallah et Habas, l'oncle et son neveu, défient les reptiles les plus dangereux au monde. Les serpents, pour moi, c'est une grâce. Il y en a qui ont peur d'eux, comme toi et comme d'autres. Mais pour moi, c'est notre pain. Quand je vois un serpent, c'est comme si j'avais vu ma raison de vivre. Mon ami, mon frère, mon fils. Les serpents, c'est tout ce que je cherche dans cette vie. Mon neveu est comme moi, parce qu'à chaque fois qu'il se fait mordre, il ne lui arrive rien. Souvent, je me suis fait mordre quand j'étais seul dans le désert. Mais cela ne fait presque rien. Ça me paralyse un peu et j'attends que ça se passe. De toute façon, dans ces cas-là, il n'y a personne pour te sauver. Quand je vois de loin un serpent, je ne vais pas directement vers lui.
Je regarde d'abord où est son trou et où il pourra se cacher. Il faut faire ça avec intelligence. Quand j'ai trouvé son trou, je contourne alors le serpent pour l'attraper facilement. Moi, je l'ai vu, mais lui ne m'a pas vu. Et ainsi, je le surveille. Je me rapproche de lui et lui dis « Bonjour, viens ici ». Quand enfin je l'ai attrapé, je suis certain qu'il va vouloir me mordre. Regarde, il est là. Grâce à Dieu, on l'a trouvé. Il est très beau. On l'a cherché longtemps dans la montagne. Il est beau, le cuivré. Les touristes vont l'adorer. Pas besoin de le travailler beaucoup. Lorsqu'il se sent en danger, un cobra se dresse et déploie sa coiffe pour en imposer à son adversaire. Ses crochets creux ainsi que de puissants muscles situés à l'arrière de la gueule propulsent le venin en visant les yeux de son adversaire pour le rendre aveugle. Le cobra est passé maître dans l'art de la dissuasion et de l'attaque fulgurante. Ici, on nous appelle les Shurafa, les honorables. On vient de familles célèbres comme les Sidi Rahal et les Boya Omar. Nous venons de Boya Omar à Rala. Et chez nous, il y en a qui peuvent boire de l'eau brûlante, marcher pieds nus sur du verre. Et nous, on supporte le venin. C'est Dieu qui nous a donné ce don. Nous sommes les Shurafa, et les gens nous respectent parce que nous mettons notre vie en danger avec le venin. Les gens nous bénissent de faire ce travail, jouer avec le venin, même s'il tue. Dans le désert du Maroc vit aussi la dangereuse vipère à cornes. Sa couleur ocre imite les nuances du sable et de la terre dans lesquelles elle s'enfouit pendant les périodes chaudes. C'est l'un des serpents les plus rapides qui soit. Il frappe à la vitesse de l'éclair les proies qui passent à sa portée. Voici la vipère à cornes. Si elle mord quelqu'un debout, il meurt debout. Quand elle mord un dromadaire, on peut lui dire adieu. Elle se cache dans le sable. Et on ne voit que ses cornes qui dépassent. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Abdallah et Abbas font partie de la confrérie mystique des Assawa, réputée au Maroc pour son habileté à apprivoiser les serpents venimeux. Mais parfois, à trop manipuler ces reptiles, certains d'entre eux y laissent la vie. Comme par mimétisme, l'ocre foncé des montagnes est l'exacte couleur du pelage du dromadaire. Cet animal, élevé pour son lait, sa viande, son cuir et pour des méharées dans le désert, est à l'occasion une bête de course.
Chaque année à Mamid, dans le sud-est du Maroc, se déroule une course d'une dizaine de dromadaires. Les plus âgés comme Larsen, qui a remporté de nombreuses courses, conseillent aujourd'hui les jeunes sur la conduite de l'animal. Il s'agit ici d'un jeu entre les familles, comme autrefois, lorsqu'elles devaient ramener les animaux au campement. Pour les jeunes qui ont une origine nomade, ils ont toujours cette envie de monter sur cet animal. Moi, maintenant, ça me fait plaisir. Quand je vois des enfants de 17 ans, 15 ans, qui montent la selle traditionnelle et qui arrivent à se tenir sur un dromadaire. Ah, si tu sais faire, c'est facile. Si tu sais faire, c'est facile. En fait, il faut que tu aies un dromadaire, que c'est toi qui l'as dressé, que tu le connais très bien. Dans ce cas-là, c'est plus facile. Ce qui n'est pas évident, c'est quand on monte sur le dromadaire et te perds la course. Parce que ce problème, c'est pas que toi. C'est toi, c'est ton dromadaire, ta famille, ta grande famille. Hein, c'est une responsabilité. Le trophée de la course est symbolique. Le jeune gagnant se voit remettre une dizaine de bottes de paille pour nourrir son dromadaire. En fait, je ne savais pas qu'en venant ici avec mon dromadaire, j'allais rejoindre la ligne de départ. Tout ça, c'est du hasard. Mais en fin de compte, j'y participé. Au début de la course, j'étais derrière, puis il y a eu des dromadaires qui sont partis à gauche et à droite. Mais moi, j'avançais tout droit. Notre travail, c'est de faire des tours avec le dromadaire. Avant, il y avait les caravanes qui allaient jusqu'à Tombouctou, mais maintenant, avec la frontière, on ne peut pas aller loin. On fait des petits trajets pour garder la tradition de nos grands-parents et surtout, on fait des tours avec les touristes. À Mamid, les jeunes suivent aujourd'hui les traces des anciens, pendant que les plus petits portent des regards envieux sur leurs aînés, rêvant comme eux de voyages dans le désert du Sahara, à dos de dromadaire. Ici, aux portes du désert, les jeunes s'enracinent dans leur culture et leurs histoires ancestrales.
À quelques heures de piste de Mamid, on peut encore rencontrer quelques éleveurs de dromadaires qui vivent ici, dans ce désert de rocailles. Aujourd'hui, ces derniers éleveurs regardent le monde changer, alors que le paradis nomade n'est toujours fait que de sable et de silence. Il y a 50 ans, le désert de Mamid comptait des dizaines de familles nomades comme celle de Zaïd, qui vit ici toute l'année avec sa mère, son père, sa femme et leur petit garçon de 3 ans. Dans leur campement rudimentaire, la journée commence avec le rituel du thé, servi avec une extrême lenteur, comme pour mesurer le temps qui passe. Le thé, introduit au Maroc par les Anglais en 1854, est la boisson nationale, présente à tous les instants de la vie quotidienne. Le thé, c'est notre petit déjeuner. Si je suis fatigué, je bois un thé. C'est important d'avoir toujours du thé avec nous. Et si vous voulez un bon thé, vous prenez une racine d'acacia. Je prépare le thé le matin, le midi, au coucher du soleil et le soir. On le prépare tout le temps en fait. Dans ce coin désertique du sud-est du Maroc, la famille de Zaïd vit essentiellement de l'élevage. Quelques chèvres, un âne et surtout une trentaine de dromadaires constituent toute leur richesse. Le dromadaire, bien sûr, c'est important qu'il soit là. C'est lui qui nous donne du courage pour vivre et faire plein de choses. Je peux faire un long trajet avec. Il est robuste. Même s'il a soif ou faim, il peut continuer à marcher pour chercher ce dont il a besoin. Et si je suis fatigué, je peux monter dessus. Il peut traverser les pistes et les dunes. Il n'a aucun problème. Il a vraiment une grande patience. Même s'il n'a pas à manger ou s'il n'a pas à boire, il peut traverser 40, 50, jusqu'à 60 km dans la journée. Et il est en forme. Ici, c'est toute notre vie, c'est celle du désert. J'ai grandi ici et on a beaucoup de mal à vivre ailleurs que dans le Sahara, même si les conditions sont rudes. Le travail est dur, mais on donnerait le peu qu'on a pour ne pas partir d'ici. Même si c'est dur, même s'il y a la sécheresse, peu importe, du moment qu'on reste ici. L'ocre, c'est la couleur d'un mur,
d'une muraille, d'un rempart. C'est la couleur de toute une ville. Marrakech, la ville impériale et le cœur historique du Maroc. Marrakech, c'est la ville ocre par excellence qui puise dans la terre son architecture, une terre métamorphosée en cité des hommes. Témoins d'un passé agité, les remparts de terre, ces hauts murs d'enceinte, encerclent et protègent la ville impériale et sa folle Médina. Comme la plupart des Marrakchis, Artzi Ifrak, un jeune créateur de mode, commence sa journée par une prière. Parfois, je vis des moments très forts, parce qu'en faisant mes prières juives, j'entends au même moment l'appel à la prière du muezzin. Et je joue un jeu, tu vois, le jeu de celui qui priera le plus fort. Bien sûr, ce n'est pas pour la compétition. Vous savez, il se passe tant de choses ici. La religion a une place fondamentale. Donc je garde ma religion, ils gardent la leur, et on vit ensemble. C'est très fort. Marrakech, la spirituelle, respire la tolérance. Ici se côtoient sans heurts depuis des siècles des religions qui se haïrent par ailleurs. Le centre de la ville, fait de terre et de chaux, abrite sa fameuse Médina, l'une des plus grandes d'Afrique. Exubérante, parfois exaspérante, elle expose les merveilles de la ville. C'est dans ce dédale polychrome que bat le cœur véritable de Marrakech. Le Maroc, c'est l'art infini de la couleur. Les teinturiers s'affairent toujours sur leurs vieux chaudrons noirs fumants, où sont brassés les fils de laine ou de coton, dans un bain de teinture bouillante. La richesse de Marrakech, c'est son artisanat. Dans la Médina, près de 40 000 artisans travaillent toutes sortes de matériaux, comme le cuivre patiemment œuvré par les dinandiers et les marteleurs. Après sa prière du matin, Artzi arpente tous les jours les souks de la Médina de Marrakech. Ce jeune créateur de mode puise son inspiration à travers des objets, des matières, des tissus et des couleurs qu'il détourne pour créer des pièces uniques. Quand je viens dans la Médina, ce que je recherche, ce sont toujours des matières avec lesquelles je peux créer quelque chose de différent. Il y a tant de vieux magasins. C'est une rue très commerçante, mais à force de chercher, on trouve des choses intéressantes, qui sont moins recherchées au Maroc. Préserver l'artisanat au Maroc, c'est très difficile. Petit à petit, la situation a changé et tout est devenu très commercial. C'est à ces gens-là qu'il faut donner du travail, je pense. Et non à ceux qui font les babouches, les sacs, car tout est devenu très commercial.
Artsy travaille avec des artisans de Marrakech qui créent sur mesure les chaussures, accessoires et vêtements qu'il a imaginés. Les couturiers qui réalisent les pièces du jeune styliste ont appris le métier dans des livres et des magazines des années 70. Ils exécutent aujourd'hui avec talent tout genre de vêtements à la demande. C'est Artsy lui-même qui nous montre comment réaliser ces modèles à partir d'un dessin. Chaque pièce demande du temps. Par exemple, pour cette pièce qu'il nous a amenée, Artsy souhaite que l'on rajoute des formes ici. On l'a dessinée, maintenant on travaille dessus. Et chacun d'entre nous travaille sur la même pièce. C'est d'ailleurs comme ça que l'on réalise de bonnes pièces. Sur cette chemise, j'ai posé les boutons, le col, les manches, et maintenant elle est finie. Il ne reste plus que le repassage. Artsy a un style très original. Des fois, il nous ramène des dessins raisonnables. Et d'autres fois, il nous demande des créations très bizarres, comme des pantalons très larges attachés en bas par des élastiques. Il est vraiment imaginatif et nous, on fait tout pour qu'il soit satisfait. Et grâce à Dieu, notre travail lui plaît. Après avoir vécu en Israël, c'est dans le Mela, le quartier juif et la partie la plus ancienne de la Médina, qu'Artsy renoue avec ses origines. Dans le riad, qui appartient à sa famille depuis 250 ans, il expose ses collections et ses pièces uniques. En transformant les tapis ou les couvre-lits de la maison en jupe ou en veste, Artsy s'érige en conteur excentrique de son histoire familiale qui imprègne encore ses murs. Je crée en ce moment une collection autour de mon père, autour de cette maison, cette ambiance, autour de toute l'histoire du Maroc. D'où nous venons, où nous allons, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Comment préserver toutes ces choses autour de nous et leur donner vie différemment? Vos yeux sont toujours sollicités au Maroc. Il y a tant de couleurs. L'ocre est très présent car toutes les maisons sont de cette couleur. J'ai aussi réalisé une collection dans cette teinte. Pour moi, c'est la couleur de la joie en chacun de nous. C'est la richesse de toute chose. Pour nous, au Maroc, l'énergie vient des couleurs. Et la couleur est partout ici. Au pays de la couleur, ce jeune créateur est le magicien d'une vaste palette polychrome qui mélange les genres et les cultures. Ainsi, tous les jours, Artsy fouille son histoire dans le dédale des ruelles de la Médina, en quête de couleurs et de matière pour raconter le Maroc d'hier et d'aujourd'hui. À Marrakech, ce créateur original a renoué avec le fil coloré de sa vie, tendu entre deux cultures. Le vrai charme de la ville ocre, c'est aussi la fameuse place Djema El Fna et son agitation permanente.
Quand il ne chasse pas les serpents, Abdallah et son neveu s'y donnent en spectacle. Ils montrent les cobras, vipères et couleuvres qu'ils ont trouvés dans les hamadas et gagnent ainsi leur vie. Mais cet art populaire est aujourd'hui largement contesté. Pour ne prendre aucun risque avec les badauds, il semble qu'on perce la glande à venin des reptiles, ce qui entraîne leur mort quelques mois après. Il n'en reste pas moins que les charmeurs de serpents sont l'attraction phare de la place Jemaa el-Fna. En 2001, ce haut lieu traditionnel et populaire du Maroc a été déclaré chef-d'œuvre du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Jemaa el-Fna, c'est une véritable cour des miracles, aux couleurs du Moyen-Âge. Les montreurs de singes, les conteurs, les arracheurs de dents, les écrivains publics, les bonimenteurs, les diseuses de bonne aventure et autres voyants qui prédisent l'avenir semblent toujours avoir été là. Jemaa el-Fna, c'est une place folle, pleine de magie et tout tourne autour d'elle. De la terre ocre est née une architecture rudimentaire d'une étonnante beauté qui parsème l'Atlas et ses versants de Casbah, de Ksar, de murailles et de maisons basses empisées. Avec le temps, cet empire de terre tend à disparaître. Les constructions retournent aux éléments, pendant que les hommes détournent le regard. Dans la province de Tata, le douar Agadir Ouzrou, un village fortifié du XVIe siècle, a été sauvé de la destruction. Une jeune architecte marocaine, Salima Nadji, avec l'aide de quelques artisans locaux spécialement formés au travail de la terre, ont redonné dignité à cette citadelle rurale. Ali, Mbarek, Bilal, Mohamed et Hamid sont les 5 artisans qui ont œuvré à la restauration du village. Ils ont appris à troquer le ciment et les parpaings pour de la chaux, de la terre et de la brique, les matériaux simples utilisés depuis des siècles et qui ont fait la qualité et la richesse de cette architecture rurale.
Leur restauration la plus importante est celle de la porte sud du village, qui s'était effondrée. Cette porte, jadis le seul moyen d'accès pour pénétrer dans le village, a toujours été un lieu communautaire où se réunissaient les hommes en quête de palabres. Aujourd'hui, elle est redevenue la place publique où se prennent toutes les décisions importantes. Il y a encore peu, cette porte était en ruine. Il n'y avait rien de ce que l'on voit maintenant. C'est nous-mêmes qui l'avons restaurée, en stabilisant les supports. Puis, en la reconstruisant telle qu'elle était il y a 400 ans, avant qu'elle ne soit détruite, et que plus personne ne s'en occupe. Cette porte est restaurée telle qu'elle fut à l'origine. Nos arrière-grands-parents racontent que cette porte était leur coin de repos. Et elle est toujours importante pour nous. Elle est comme notre parlement où se déroulent les réunions avec le chef du village. Même si nous avons par ailleurs une salle de réunion, c'est ici que l'on discute de tous les problèmes du village. Les principes anciens sont restés. Les femmes et les enfants doivent franchir la muraille par un passage opposé qui leur est spécialement réservé. Derrière les façades restaurées de ce village, de grosses bâtisses menacent toujours ruines. Ces vestiges racontent la riche histoire des nobles qui vivaient ici. Ils ont laissé derrière eux ce témoignage architectural d'une très grande valeur. Partout sur cette terre du sud marocain se cachent ainsi 1000 trésors architecturaux, comme la mosquée d'Agadir Ramgar, dont il ne reste aujourd'hui que le minaret et quelques murs. Cette architecture du Moyen-Âge marocain résiste tant bien que mal depuis plus de 9 siècles à la pluie, au vent, au soleil et aux hommes. La terre ocre est le matériau d'excellence de ces régions aux grandes variations climatiques. Quand on voit ce travail, et quand on pense qu'avant, ils n'avaient pas les mêmes moyens que maintenant, ils ont réussi malgré tout à construire une tour solide et bien faite dans les moindres détails. C'est vraiment bien fait parce qu'on a étudié les moindres recoins de ce minaret. Comme dit le proverbe, ces monuments anciens nous représentent. Si de telles choses n'existent pas, alors on n'existe pas. Ça représente nos origines et notre grande histoire. C'est pour ça qu'on est ici, pour que ce minaret ne disparaisse pas. Si ça avait été le cas, nous aussi on aurait disparu. C'est comme si on n'avait jamais existé.
Tout au bout de la route, au pied de l'anti-Atlas, des falaises ocre pour le terme d'un voyage. L'homme a construit sur ces fortifications naturelles un grenier, tel une citadelle imprenable. Depuis plus de 12 siècles, le vieux grenier communautaire d'Amber